On avait dans les centres communautaires une formation sur ce qu'était la communauté. On apprenait ce qu'était le CRIF, ce qu'était le consistoire, ce qu'était le fonds social. Aujourd'hui, ceci n'existe plus. On est un peu dans une société de consommation où seul celui qui a la bonne tête de celui qui fournit du loisir, week-end au ski, sans contrepartie apparente, est celui qui est le leader de la communauté. Plein Lado, bonjour à tous. On retrouve Paul Fitoussi qui était déjà avec nous la semaine dernière pour nous expliquer ce qu'il pensait d'un trop-plein de restrictions qui pouvaient nuire aux relations entre la communauté et Israël et aux bonnes habitudes qu'on avait prises avant le Covid. Et aujourd'hui, on va lui parler d'un sujet tout à fait différent puisque à l'école Yavneh de Marseille, Paul Fitoussi est à l'initiative d'un projet de formation de leader qui est tout à fait original. Alors, avant même de rentrer dans les détails de ce projet, ma première question, c'est Paul, pourquoi c'est important aujourd'hui en France de former de nouveaux leaders? Il y a un problème de leadership? Alors d'abord, la première des choses que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas le seul à l'initiative. Il y a aussi Eliezer Sozorowski et il y a aussi toi, Bernard, un petit peu dedans quand même. Oui, je suis un peu dedans parce qu'effectivement, on travaille avec la Fondation Yael, qui est un des soutiens de ce projet. Et on parlera aussi tout à l'heure des shlichim aussi qui sont très importants aujourd'hui à Marseille, qui font un bon travail. Mais vraiment, cette histoire de leadership, y a-t-il une crise du leadership dans la communauté juive en France aujourd'hui? À mon sens, oui. À mon sens, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont des consommateurs et pas beaucoup des fournisseurs, je dirais, de services Alors communautaires. pourquoi? Quel a été le processus? Comment on est arrivé à ça? Alors, je sais pas, je pense que peut-être qu'on s'est un petit peu embourgeoisé, c'est possible aussi. Je n'ai pas vraiment d'analyse sur le fait. Peut-être qu'aussi on a laissé de côté tout ce qui faisait la beauté des mouvements de jeunesse, même s'ils existent encore et qu'il y en a qui sont très actifs. Peut-être qu'on est un peu trop parfois dans la consommation et pas assez dans la réflexion. Et qu'il y a eu un peu ce manque de culture sur ce que nous on a pu apprendre. Moi, je sais qu'à l'époque, à mon époque, maintenant je peux dire à mon époque, mon âge, on avait dans les centres communautaires une formation sur ce qu'était la communauté. On apprenait ce qu'était le CRIF, ce qu'était le consistoire, ce qu'était le fonds social. Aujourd'hui, ceci n'existe plus. On est un peu dans une société de consommation où seul celui qui a la bonne tête de celui qui fournit du loisir, week-end au ski, sans contrepartie apparente, est celui qui est le leader de la communauté. Or, il se trouve que si la communauté juive française a pu se construire, c'est parce qu'il y a eu successivement le consistoire en 1808, le fonds social, non pardon, le CRIF en 1944 et le fonds social en 1948 ou 50, je ne sais plus, et que ces gens-là ont mis en place ce que j'appellerais des colonnes de marbre de la communauté juive qui ont permis un développement. Alors c'est sûr, il y a eu aussi des fautes commises par ces institutions qui font que certains s'en sont éloignés et effectivement, entre l'embourgeoisement de la communauté, vous savez, avant, manger cachère en France, c'était un exploit. Aujourd'hui, vous avez dans les grandes communautés, vous avez des restaurants, etc. C'est facile de faire. Vous pouvez même trouver des produits en grande surface. Donc tout ça a entraîné un peu un désamour avec les institutions et autres. Et donc c'est forcément quelque chose qui voilà, fait que peut-être il y a moins de jeunes qui se sont impliqués. En tous les cas, On va pousser un peu à l'extrême. On va essayer de suivre pour essayer de comprendre, parce que moi j'ai envie de comprendre pourquoi aujourd'hui un jeune ne se sent pas impliqué ou même intéressé par ces histoires communautaires. On va suivre un peu l'exemple de Paul Fitoussi. Paul Fitoussi, quel a été ton parcours, toi, et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un des plus grands militants de la communauté aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? je vais me faire rougir. Alors, je vais me faire rougir. Non, moi, je sais pas. Moi j'ai commencé dans des mouvements de jeunesse au Maccabi à l'âge de 10 ans. Après, successivement, j'ai toujours fréquenté des mouvements de jeunesse, le Talmud Torah, etc. Je n'ai pas été à l'école juive. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'impliquer. J'avais en exemple aussi, c'est vrai, mes parents, enfin en tous les cas mon père, qui était très impliqué en Tunisie. Donc c'est vrai que peut-être que naturellement les choses se sont faites comme ça. Moi, j'ai toujours ressenti l'envie de pouvoir. En tous les cas, je suis né en Tunisie. Quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était le paradis. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait la possibilité qu'il y ait des restaurants cachers, des mouvements de jeunesse juive, etc. Chose qui n'existait pas en Tunisie. Hein, parce que bon, moi, je ne suis pas du tout dans la nostalgie là-dessus, puisque la nostalgie, comme le dit un penseur, c'est le filtre des souvenirs.
Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu qu'on pouvait pas, qu'en France, pardon, ici je suis en Israël, mais qu'on pouvait en France, qu'on a eu cette liberté de parler d'Israël. J'ai assisté, je me rappelle, à Paris aux 12 heures pour Israël en 1977, avec bon, il y avait une J'y festivité, étais aussi, un mais engouement c'était effectivement. qui donnait envie. Alors justement, Voilà. même on a Et un j'ai peu croisé des aussi, personnes. on se languit un peu de ce genre d'événements où on avait vraiment l'impression que les gens étaient mais complètement. Alors c'est pas aujourd'hui simplement à cause du Covid. À l'époque, vraiment, 12 heures pour Israël, c'était un événement où les gens étaient complètement impliqués, complètement dedans, les larmes aux yeux tout le temps, en voyant un petit supermarché israélien au milieu, on avait envie de pleurer, une boulette de falafel, ça recommençait. Qu'est-ce qui s'est perdu en dehors de l'embourgeoisement? Est-ce que justement ce recul un peu des mouvements de jeunesse typiques a été parce qu'on voit fondamentalement que pratiquement tous les leaders de la communauté aujourd'hui étaient des gens de mouvement de jeunesse finalement. Donc ça pourrait Il y a eu expliquer aussi, ce recul. il y a peut-être aussi eu la perte de grandes personnalités communautaires qui ont marqué. Moi, j'ai croisé, par exemple, celle qui m'a fait rentrer au KKL, c'était une grande dame de Marseille qui s'appelait Nicole Zemmour, je repose son âme, qui a son nom dans une rue de Marseille qui a été voulue par l'ancien maire de Marseille qui s'appelle Jean-Claude Gaudin. Donc, c'était pas une personnalité. Voilà, il y a eu des gens comme ça qui étaient. Et puis, il y avait aussi peut-être un grand désintéressement. Et quand je dis l'embourgeoisement, c'est réel. Un produit d'Israël, avant, on ne le trouvait pas dans des grandes surfaces. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'est plus obligé d'aller aux 12 heures pour Israël pour pouvoir aller acheter, comme tu disais, un falafel ou des dattes israéliennes. On les trouve de partout. Et tant mieux. Et puis, la société, c'est beaucoup plus complexe d'organiser ce genre d'événement aujourd'hui qu'avant. Bien que je pense qu'on devrait prendre le dessus et être un peu moins aseptisé tout en respectant l'environnement. Ok, alors c'est quoi ce programme Aharay et comment ça peut changer la donne? Alors, c'est un programme en tous les cas, reprend les basiques de la communauté, à savoir quelles sont les institutions. C'est un programme qui va parler également de l'histoire juive, de l'identité juive. Je ne vais pas le détailler, tu sais, il est très très long. Hein. Oui, Voilà. Et on bien sûr, essaye de revenir. On est en train d'essayer de donner à nos élèves ce que l'école juive ne donne pas, il faut le alors reconnaître toujours. pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on t'entend, on dit mais quoi, l'identité juive, l'histoire juive, c'est l'école a priori. Bah, c'est l'école, oui et non, parce que le problème, c'est que l'école juive, ça va enseigner un certain nombre de choses, mais ça ne va pas toujours, on n'est pas encore, moi je le dis, sans aucun problème, et je m'inclus dedans, je fais mon mea culpa, on n'est pas encore assez bon sur l'histoire juive moderne, ou sur l'histoire des grandes figures juives. Euh, Est-ce qu'on enseigne par exemple le portrait de Menachem Begin ou de David Ben Gurion? On en parle, mais on ne l'enseigne pas vraiment. Je pourrais prendre d'autres personnalités. Est-ce qu'on parle de toutes ces personnalités? Par exemple, dans Aharay, on va parler peut-être des grands chercheurs juifs, on va parler des grandes personnalités juives. Je vais prendre l'exemple de René Cassin, qui est quand même l'auteur et l'initiateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à Quand fait. on en parle dans un temps normal, on ne rentre pas vraiment dans le détail. Ou des grands auteurs juifs comme Albert Cohen ou bien d'autres. Alors Hein. Paul, on a un peu Donc, l'impression effectivement que ce qui apparaît au bac ou ce qui est matière, l'élève va s'investir à fond pour avoir son bac et une mention, etc. Et ce qui apparaît pas, même quelque part un peu le codège, bon, ok, en dilettante un peu. oui, Oui et non? oui et non. Oui et non, Ok. parce que on va dire que juive, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis toujours surpris, même si on a eu de très très bons résultats au bac et qu'on est très très bien classé aussi, on n'a rien envie à personne, mais par le fait que les écoles juives essaient toujours de mettre en avant le résultat au bac. Ça, c'est dû à un changement je dirais entre guillemets, de personnes fréquentant l'école juive. Avant, on allait à l'école juive pour l'identité. Par la suite, l'école juive a eu de bons résultats. Beaucoup de gens qui sont venus pour la sécurité et pour les résultats. Aujourd'hui, s'il y a des parents qui mettent leurs enfants en école juive, c'est aussi parce que l'école juive est performante, y compris avec des réussites post-bac. Donc, c'est vrai que on a peut-être un petit peu à un moment donné changé d'objectif, en le voulant ou sans le vouloir. Et forcément, on s'est un peu perdu là-dedans. Et il est temps, à un moment donné, aujourd'hui, de recentrer l'école juive sur ce qui fait son essence, à savoir le judaïsme au sens large. Peu importe comment on peut le vivre, parce qu'il y a des écoles qui le vivent
j'aime pas le terme, de manière plus orthopraxe. Je vais pas dire orthodoxe volontairement, puisqu'orthodoxe est un terme qui ne correspond pas. D'autres qui vont le vivre de manière plus libérale, d'autres moins citoyens, plus citoyens. Bref, il y a 10 000 façons d'être juif. Par exemple, on peut très bien aujourd'hui lier l'écologie avec le judaïsme. On nous réclame sans arrêt des journées sans voiture. Vous savez que nous, grâce à Dieu, on en a plus de 52 dans l'année. On nous réclame de faire attention à la terre. Il y a la fête de Tobi Shvat. Donc, on peut aussi mettre concomitamment ces ensembles de valeurs pour faire avancer l'école juive, recentrer l'école juive sur ce qui est sa mission essentielle, à savoir forger des enfants avec une identité, avec une citoyenneté, et aussi avec des bons résultats à l'école, et des bons résultats pour après le bac. C'est faisable. Alors, est-ce que c'est un modèle qui peut s'exporter dans d'autres écoles et qu'on doit exporter dans d'autres écoles? Bon, écoutez, si ça marche, ça s'exportera. Je suis sûr qu'il y en a qui, après cette émission, vous contacteront d'autres institutions pour le faire. Bien sûr que ça peut s'exporter. Je pense qu'il y a beaucoup même de directeurs qui voudraient le faire. Il y a beaucoup d'enseignants qui aimeraient s'impliquer dans ce type de choses. Vous savez, la citoyenneté, quand on envoie une école au ski et qu'elle voit la nature, c'est aussi une manière de cultiver cette citoyenneté, hein, de savoir appréhender l'environnement vert qui nous entoure. Hein. On ne va pas non plus exagérer là-dessus parce qu'après ça tourne dans l'extrémisme. Mais en tous les cas, il y a des choses qui peuvent se faire. À quel âge c'est bien d'attraper un enfant pour commencer à lui inculquer tout ça? Dès son plus jeune âge. Dès même l'âge de 2-3 ans. Moi, je pense que plus tôt... dans le biberon en direct. Je pense. Après, voilà. Je pense que après, ça ne veut pas dire faire du bourrage de crâne. Après, il faut lui apprendre la réflexion. Il faut lui montrer aussi tout ce qui existe dans notre communauté. Qui est varié, qui est pas uniforme, tout en étant unitaire, parce que l'unité ne veut pas dire uniformité. Hein. C'est quelque chose que les gens oublient souvent. Souvent, quand on dit Amehad, Israël Echad, on croit que c'est tout le monde pareil, tout le monde en jaune, tout le monde en noir, tout le monde en bleu. Non, l'unité n'est pas l'uniformité. Donc, il faut leur apprendre ça, et à partir de là, ça en fait des bons militants, parce qu'on a besoin de militants. Tout ne se construit pas sans militantisme. Alors pour finir, on sait que aussi le militantisme, c'est bien le côté théorique, mais il faut aussi un côté pratique. On va les envoyer sur le terrain, ces jeunes, un peu? Se faire les dents? On a prévu d'abord de leur faire visiter des institutions, on va leur faire venir des personnalités communautaires qui vont leur parler de leur mission. On le faisait déjà de manière désorganisée. Là, on l'a mis dans un cadre. Hein. Okay. C'est-à-dire, il m'est arrivé, par exemple, de leur présenter un aumônier des armées qui leur explique quel est le rôle de l'aumônier juif des armées. Ensuite, on les envoie, mais maintenant ça va se faire de manière plus encadrée, dans des maisons de retraite juives pour voir comment ça se passe, pour aider les gens. Ensuite, on va également, peut-être, si on y arrive, faire un voyage en Europe pour montrer un peu l'importance, ou dans un endroit l'importance de la communauté juive en Europe. Bref, je pense, bien sûr, il faut du concret, parce que alors peut-être qu'on verra. On fera pas un petit concours entre eux à la fin pour en sortir des leaders en particulier. Voilà. C'est super. Paul Fitoussi, notre émission tire à sa fin, donc on va vous remercier d'abord pour ces deux émissions, ces deux interviews très intéressantes. Pour Merci. Aussi votre militantisme. On va remercier nos techniciens qui sont avec nous et tous les spectateurs et les internautes qui nous suivent chaque semaine. Et à très bientôt, et en espérant que tous ces jeunes vont faire des militants dignes de ce nom. À très bientôt dans Plein d'eau. Au revoir.